vous avez pu observer, comme nous, que des décisions ont été prises, enfin des annonces ont été faites en tout cas à la fin de ce sommet à Yaoundé, lesquelles décisions ne rentraient pas forcément en adéquation avec ce qui était attendu, mais ce que l'on retient, c'est qu'il n'y aura pas de dévaluation de la monnaie franc CFA. Peut-on dire que la CEMAC a résisté aux pressions des partenaires internationaux, comme les présidents sur place le 16 décembre dernier ont bien voulu les appeler? Oui, Madame Bégoudé, je pense que c'est un sommet qui a accouché d'une soirée, compte tenu des grands enjeux qui traversent aujourd'hui les communautés économiques régionales d'Afrique et même le monde aujourd'hui. Parce qu'il faut le dire, les enjeux dans les différents États aujourd'hui sont des enjeux transversaux. On ne peut plus analyser les enjeux d'une partie du monde en l'isolant de l'autre partie du monde. Ce qui fait donc que cette globalisation du monde oblige que nous tenions toujours en compte dans nos analyses cet aspect et cette réalité-là. Donc, j'étais donc disais-je que c'est un sommet qui a accouché d'une souris, compte tenu, n'est-ce pas, des réalités et des attentes, comme vous l'avez dit, qui traversent la CEMAC. En réalité, la CEMAC nous a encore confortés dans son habitude et dans sa tradition. Le sommet de la CEMAC nous a démontré que les acteurs de la CEMAC, en collaboration avec leurs partenaires classiques, le FMI, Banque mondiale et même la France, évitent de s'attaquer à la véritable problématique qui empêche le développement de cette sous-région-là. Parce qu'il faut dire, du point de vue intégrationniste et même régionaliste, en Afrique, la CEMAC est la dernière en termes d'avancement intégrationniste. C'est-à-dire, lorsque vous analysez le phénomène intégrationniste en Afrique, la CEMAC caracole la dernière position comparée aux autres régions africaines, que ce soit l'Afrique de l'Ouest, que ce soit la SADC, l'Afrique de l'Est, l'Afrique australe. La CEMAC est en dernière position. Et pourquoi la CEMAC est en dernière position? C'est justement parce qu'il existe des pesanteurs auxquels les acteurs de cette sous-région n'ont jamais voulu, n'est-ce pas, s'attaquer. L'enjeu, c'est lequel en réalité? On voit que ce sommet a été une occasion pour les bailleurs de fonds internationaux de cette sous-région de venir renforcer encore une fois de plus leur influence, leur stratégie. Lorsque vous prenez par exemple le communiqué qui a été pondu par le directeur Afrique de cette sous-région, vous comprenez qu'en réalité, l'enjeu de ces institutions de Bretton Woods n'est pas de véritablement accompagner les États de la CEMAC à décoller économiquement et à améliorer les conditions de vie de leur population. L'enjeu, c'est de se rassurer que les budgets qui sont développés à l'intérieur des États de la CEMAC soient des budgets qui n'hypothèquent en rien le financement de la dette extérieure. Vous allez vous rendre compte que ce sommet s'est beaucoup plus apaisanti sur les réformes. Parce que lorsque vous lisez les résolutions qui ont été, n'est-ce pas, ici, développées ou alors arrêtées par ce sommet-là, à la fin de ce sommet, vous comprenez qu'en réalité, l'enjeu est sur les réformes. Et lorsqu'il parle des réformes, les réformes, du point de vue technique, ne sont pas en elles-mêmes des mauvaises choses. Les réformes sont souvent pensées pour résoudre un problème. Lorsque vous gérez une organisation, lorsque vous êtes dans une sous-région, lorsque vous gérez une entreprise, il arrive souvent que vous réformiez votre entreprise parce que vous voulez l'adapter, n'est-ce pas, à l'environnement, aux exigences et aux enjeux, n'est-ce pas, qui traversent, n'est-ce pas, l'environnement. Sauf que à l'intérieur de la CEMAC, chaque année, on parle des réformes, mais la situation n'évolue pas sur le terrain. Pourquoi est-ce que ça n'évolue pas? Justement parce que c'est des réformes qui ne visent pas à résoudre véritablement les problèmes. Généralement, je vous parle des réformes superficielles, superfétatoires, qui n'ont rien à voir avec les exigences même, les exigences réelles.
Lorsque vous prenez l'une des résolutions de ce sommet-là, on parle du rapatriement des fonds, des devises, pas des fonds, des devises. Oui. Lorsque vous avez, par exemple, la diaspora, parce que quand on dit rapatriement des devises, c'est pour nos frères qui sont à la diaspora, qui doivent de temps en temps nous renvoyer leurs devises ici à l'effet de booster l'économie nationale. Il faut rappeler techniquement à nos téléspectateurs que lorsque vous avez votre frère qui est en France, qui est au Japon, qui est par exemple aux États-Unis, et lorsqu'il veut vous envoyer l'argent au Cameroun, il n'envoie pas cet argent en devise. Restons par exemple dans le cadre de la France. Il ne va pas envoyer cet argent en francs, en euros. D'accord? Cet argent va atterrir au Cameroun en francs CFA. Justement parce que ça va subir le couloir mafieux, n'est-ce pas, du parlementarisme du franc CFA que nous connaissons tous. On va couper les échanges, les transactions, tout et tout et tout. Et ce qui va vous parvenir au Cameroun sera tout simplement les miettes. Dans quelle mesure peut-on donc penser que ce rapatriement des devises au Cameroun peut être une avancée pour le développement du Cameroun? Vous voyez qu'en réalité, les acteurs de la CEMAC connaissent véritablement le problème de la CEMAC. Mais ils ignorent ce problème pour orienter les regards vers des choses superficielles. J'ai souvent l'habitude de vous dire que votre maison brûle, mais vous regardez ailleurs. C'est de ça qu'il est question. Votre maison a du feu. Vous voyez bel et bien que c'est le feu qui est là. Voici ce qui a causé le feu. Mais vous orientez vos actions ailleurs pour faire de la diversion. Donc c'est de ça qu'il est question. Si je m'arrête seulement, ne serait-ce que sur ces deux résolutions, vous voyez qu'en réalité, la CEMAC a encore une fois de plus pondu un œuf en lieu et place, n'est-ce pas, des exigences de développement. Donc en réalité, nous pensons que le phénomène du franc CFA, c'est-à-dire l'attente de la dévaluation du franc CFA, qui était sur la table, en réalité, n'est pas la chose la plus pire. Ne pensez pas que dévaluer le franc CFA est plus pire que faire ce genre de réformes que le FMI a fait à Yaoundé. Les réformes que nous avons vécues à Yaoundé hier sont plus pires économiquement que le processus même de la dévaluation du franc CFA. D'accord? Parce qu'en réalité, lorsque vous voyez ces réformes-là, c'est des réformes qui sont orientées uniquement au financement de la dette. Lorsqu'on vous parle des réformes, c'est des réformes qui vous permettent, n'est-ce pas, de vous dessaisir d'un certain nombre d'exigences macroéconomiques sur le plan national pour les orienter sur le plan, n'est-ce pas, extérieur. Il faut vous rappeler, de 1994 avec les accords d'ajustement structurel, par exemple. C'est à partir de ce moment-là que les pays africains ont plombé dans la crise économique. Lorsque vous voyez aujourd'hui en Afrique les phénomènes tels que la corruption, les phénomènes tels que les détournements des deniers publics, c'est justement à cause de cette pression du FMI qui a participé, n'est-ce pas, à réduire le salaire, n'est-ce pas, des fonctionnaires et à supprimer une majorité d'emplois qui employait jusque-là certains Camerounais. Donc cette pression fiscale a donc induit des conséquences telles que la corruption, telles que les détournements, qui deviennent de plus en plus symptomatiques et caractéristiques des États qui utilisent le franc CFA. Donc pour ma part, je pense que les États africains aujourd'hui doivent comprendre que il est important de s'attaquer aux vrais problèmes, qu'ils cessent de nous divertir, qu'ils cessent d'orienter les regards des Africains ailleurs. Il est important aujourd'hui que les acteurs qui dirigent nos États s'attaquent aux véritables problématiques. D'accord? Regardons par exemple l'organisation de ce sommet-là. C'est-à-dire, lorsque vous voyez comment ça s'est passé, ça montre même que entre eux, ils ne s'entendent pas. Vous avez vu ce qui s'est passé à Yaoundé? Il y a eu, je pense, seulement un seul chef d'État présent, le chef d'État du Gabon. Les autres États, les représentants,
Tchad représentant, Guinée équatoriale représentant. Non, le président équato-guinéen était là. Il était là. Bon, il y avait plus de représentants que de chefs d'État présents. Pourquoi? Parce qu'en réalité, entre eux, il y a un problème. Les autres disent que le président camerounais ne s'intéresse jamais au problème d'Afrique lorsqu'il s'agit des sommets au sein du continent africain. Et ce problème-là est de plus en plus mis sur la table. Et ça envenime ce que nous appelons souvent la solidarité, n'est-ce pas, de ces chefs d'État qui doivent être soudés, qui doivent se mettre ensemble pour résister à ces pressions internationales. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Or, lorsque vous donnez les failles de cette façon-là, vous donnez l'occasion aux puissances internationales de vous infiltrer et de vous déstabiliser davantage. Donc, pour ma part, en réalité, je pense que la CEMAC, le sommet de la CEMAC a une fois de plus déçu les analystes panafricanistes que nous sommes, les Africains. Ils ont une fois de plus montré qu'en réalité, leur enjeu n'est pas de développer cette sous-région et d'améliorer les conditions de vie des populations. Leur enjeu est tout simplement de financer la dette extérieure. Vous ne pouvez pas comprendre, on ne peut pas comprendre aujourd'hui que chaque fois qu'il y a une problématique qui concerne les États du franc CFA et la France, que les bailleurs de fonds soient présents, que les institutions de Bretton Woods soient présentes. Elles sont là pourquoi? Parce que c'est un problème qui concerne les gens qui utilisent le franc CFA. Oui. C'est un problème essentiellement monétaire. Donc, lorsque vous voyez comment la France fait toujours appel à ces institutions de Bretton Woods chaque fois qu'elle veut résoudre un problème à l'intérieur de ces pays qui utilisent le franc CFA, vous comprenez donc en réalité, ces institutions de Bretton Woods ne sont pas politiquement, économiquement et idéologiquement neutres. C'est des instruments en réalité qui ont été pensés savamment par certaines puissances, par ces puissances occidentales, en l'occurrence la France et les États-Unis, pour implémenter leur politique de domination et d'exploitation des États africains. Donc voilà un peu en première vue ce que je peux, n'est-ce pas, coller comme grille d'analyse. C'est une déception davantage qui doit aujourd'hui inciter les panafricanistes que nous sommes à travailler pour que adviennent à la tête de ces États des personnalités, des dirigeants visionnaires qui vont travailler et qui vont s'attaquer aux véritables problématiques qui traversent nos États.